Bonjour. 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 Alors, j'ai la question suivante pour vous. Ici, lors du forum, Vladimir Poutine a parlé des négociateurs ou des médiateurs, des négociations envisagées avec l'Ukraine. Il a dit que, bien sûr, il a laissé entendre qu'il ne pouvait pas s'agir de représentants de pays qui ne soutiennent pas les objectifs stratégiques. Evgenia. Je ne vous reconnais pas. Que veut dire « à laisser entendre » Il l'a dit clairement. Les personnes qui souffrent de russophobie ou, disons, qui se sont permis de faire des déclarations correspondantes, il est peu probable qu'elles aient à s'inquiéter ou à se réunir pour ces négociations. Eh bien, il me semble que c'est évident. C'est notre position qui ne repose pas sur des sympathies ou des antipathies personnelles, mais sur une évaluation réaliste de la façon dont certains acteurs considèrent à notre peuple et à notre pays. Si, excusez-moi, un responsable d'État ou un homme politique, peu importe qui, nous ne regardons même pas les détails de sa biographie, mais il s'est permis de déclarer que, je ne sais pas, il faut tuer les Russes, il faut reprogrammer la Russie, il faut annuler notre culture. De quoi peut-on parler avec une telle personne ? Et surtout, de quel type de médiateur, comme disent les diplomates? Dans quelle négociation une telle personne pourrait-elle devenir? Quelle est la valeur ajoutée? Quel est l'intérêt de sa présence dans le processus? Va-t-il utiliser la tribune pour ses soi-disant narratifs, pour saisir une nouvelle fois l'occasion de mettre en œuvre une approche absolument nationaliste? Non, merci, nous sommes déjà passés par là. Nous avons passé 7 ans à la table des négociations avec ceux que nous, représentants de la Russie, notre pays, tentions de convaincre qu'il était nécessaire d'adopter un ensemble de mesures politiques qui seraient juridiquement consacrées, conformes à toutes les normes du droit, afin que l'Ukraine puisse vivre en paix dans ses frontières. C'est-à-dire que, bien sûr, nous ne parlons pas de la Crimée, nous parlons de l'Ukraine au moment de l'année 2015. Et nous avons réussi à les convaincre, mais eux, étant animés par cette espèce de tonalité russophobe, ils se souriaient les uns aux autres, faisaient des grimaces envers nous, gardaient quelque chose sous le manteau, l'un une figue, l'autre carrément une pierre. Et puis, ils ont avoué qu'en réalité, ils n'avaient jamais eu l'intention de respecter quoi que ce soit. Non, il ne faut plus jamais de ça. Et cela n'arrivera plus jamais. Si des personnes se sont réellement investies dans l'aide au processus de négociation, dans la facilitation et la résolution pacifique, si elles ont une véritable volonté orientée vers une paix authentique, et non pas pour utiliser cette situation comme, vous savez, une peau de mouton derrière laquelle se cache à nouveau un loup prêt à surgir. C'est de cela qu'il s'agit. Mais je le répète encore une fois, il est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas de sympathie ou d'antipathie personnelle. Il ne s'agit pas de ségréguer les gens ou de refuser l'aide, rien de tout cela. Nous avons toujours été heureux d'accepter, et d'ailleurs, nous avons aussi tendu la main pour aider. Mais seulement si cette main tendue est sincère et non un jeu, pas pour se livrer à des manœuvres ou des manipulations d'un tout autre ordre, avec l'effet sur lequel il compte. Eh bien, j'ai essayé d'adoucir. C'est pour ça que je dis que je ne vous reconnais pas. Pour poursuivre sur ce sujet, néanmoins, nous restons ouverts au dialogue, au processus pacifique et ainsi de suite. Si c'est le cas, comment voyez-vous la possibilité de reprendre ce processus de paix? Je veux dire, les négociations. Peut-être connaissez-vous un pays, une ville, un lieu? Vous savez, Je veux dire qu'en principe, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin, encore une fois. Nous avons déjà eu une telle expérience. C'est l'expérience du printemps 2022, lorsque, à l'initiative de Kiev, des négociations ont été annoncées et ont commencé, lors desquelles il ne s'agissait pas simplement de discuter de l'histoire, ou de la situation actuelle, ou du potentiel de conflit, mais où des décisions concrètes étaient prises et mises par écrit pour de futurs accords. Et tout était probablement prêt. Rappelez-vous, lorsque les détails de ces négociations ont été révélés, il a été dit que tout avait déjà été paraphé. Voilà donc un exemple de la façon dont nous l'aurions envisagé. Cela avait déjà eu lieu et, en principe, cela se serait terminé de manière productive si ce n'était pas à cause de ces soi-disant médiateurs qui continuent d'agir de la sorte aujourd'hui. Et alors,
s'ils n'étaient pas arrivés en trombe à Kiev pour convaincre de tout rompre, de tout reporter, parce qu'ils avaient promis à Zelensky une victoire éclair. Il fallait juste un peu de temps pour se ressaisir. Et maintenant, bien sûr, nous allons terminer tout ce qui est nécessaire. Le résultat est évident. C'est pourquoi il faut que ce soit des personnes qui, si elles conseillent quelque chose aux partis et si elles sont admises à la table des négociations, s'investissent réellement pour obtenir un résultat concret et non pour gêner ou tromper tous ceux qui sont présents. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, supposons où cela pourrait se passer. Nous, de nouveau, pensons à Istanbul ou aux Émirats arabes unis. Je ne pense pas que ce soit éthique de raisonner dans de telles catégories. Après tout, nous ne sommes pas en train de choisir un lieu pour fêter notre anniversaire ou une quelconque célébration. C'est tout de même un travail sérieux et minutieux. Ce n'est pas parce que je ne veux pas ou que je ne peux pas en discuter. Il y a simplement l'éthique, il y a la diplomatie. Ces choses exigent avant tout du travail, y compris en partant de le respect envers ceux qui sont prêts, par exemple, à offrir une plateforme. Nous savons que certains pays se sont déjà proposés dans ce rôle. C'est pourquoi laissons tout de même de côté nos désirs et notre aspiration à un règlement pacifique. Jusqu'à, je veux dire, commenter cela, jusqu'à des mesures pratiques concrètes. Et alors, nous nous le permettrons. D'accord, comme vous voudrez. Bon, très bien. Éloignons-nous un peu de ce sujet. Regardez, le Parlement européen a commenté la loi de la RPC sur l'unité et le progrès ethnique. Oui? J'y ai même consacré tout un poste. Oui, vous. Vous avez qualifié cela de schizophrénie, c'est une citation. Mais ma question est à la suivante. Pourquoi? Parce que, eh bien, il me semble qu'il y avait deux options ici, et je les ai indiquées. Je n'ai pas utilisé ce mot tout de suite. J'ai dit que soit c'était une incompréhension totale de la géographie, parce que la Chine se trouve sur un autre continent et ne fait pas partie de la région supervisée ou couverte par le Parlement européen. La Chine n'appartient ni géographiquement ni politiquement à la zone d'influence ou de responsabilité du Parlement européen. Alors pourquoi le Parlement européen se préoccupe-t-il de ce qui se passe en Chine? Eh bien, il arrive parfois, par exemple, qu'un certain peuple, une ethnie, vive dans un pays, mais fasse également partie d'un peuple qui vit sur un autre continent, dans une autre partie du monde. Et alors, une sorte de pont, une certaine connotation de ce genre est possible. Mais dans ce cas précis, les minorités nationales ou les groupes religieux qui préoccupent le Parlement européen sur le territoire chinois et leur avenir ne sont pas concernés. Ou leur présent, ils n'ont aucun rapport avec la partie ouest européenne du continent eurasiatique. En conséquence, la deuxième conclusion que l'on peut tirer, si ce n'est pas une ignorance totale, alors c'est bien sûr déjà de la schizophrénie. Parce que le Parlement européen a un grand nombre de questions urgentes concernant les droits des personnes, y compris en Allemagne même. Vous savez, récemment, j'ai parlé avec un représentant, ou peut-être que je n'ai même pas parlé avec un représentant, mais dans le cadre de la discussion que nous avons organisée, notre département du ministère des Affaires étrangères a invité des collègues allemands, des représentants de mouvements sociopolitiques, qui ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus leur patrie. Ils appartiennent, pour ainsi dire, corps et âme à l'Allemagne, au peuple allemand, mais ils ne reconnaissent plus leur pays. Parce qu'ils ont raconté qu'il est désormais impossible de sortir tranquillement, de se promener le soir. C'est dangereux, car on peut être victime d'une agression collective avec des armes blanches ou des objets improvisés chez soi, sans même être prédisposé à un quelconque conflit. C'est tout simplement une situation criminogène. Eh bien, peut-être que le Parlement européen inventera quelque chose ou prêtera attention à la situation en Allemagne. Ou, par exemple, en Grande-Bretagne, ou encore en France. Il y a de quoi s'occuper, après tout. Les problèmes de migration, la baisse du niveau de vie, le chômage, la protection sociale dans tous les sens du terme, quand les gens ne pouvaient pas obtenir une aide qualifiée, ni même une quelconque attention pendant la pandémie. La Russie envoyait ses représentants en Italie. Eh bien, où était-il? Le Parlement européen? Excusez-moi, mais quelle est l'ampleur de la montée de l'antisémitisme actuellement en Europe occidentale? C'est un véritable déchaînement. On peut ne pas être d'accord avec la politique d'Israël, mais
Excusez-moi, ici, nous voyons bien une haine fondée sur l'origine ethnique et religieuse qui envahit littéralement l'Europe occidentale sans aucune retenue. C'est pourquoi je ne parle même pas de la russophobie. Nous avons déjà abordé ce sujet avec vous. C'est donc précisément à ce sujet. Les structures qui ont des zones de responsabilité clairement définies, établies sur une base volontaire, estiment pour une raison quelconque qu'elles doivent s'occuper non pas de ces problèmes, mais de ceux des pays qui ne font pas partie de leur organisation, qui n'en sont pas membres et qui ne leur ont rien demandé. C'est cela qui est surprenant. Et il s'agit de la Chine qui, en réalité, assure le bien-être de cette même Europe occidentale, tant par ses produits que par sa production. Regardez le secteur pharmaceutique, n'est-ce pas? Voyez combien de substances et de médicaments finis sont fabriqués en Chine et envoyés en Europe occidentale. La technologie, les téléphones, je ne sais pas, les biens de consommation courante, mon mari court. Le Parlement européen aurait au moins dû se demander s'il ne serait pas approprié de remercier la Chine pour toutes ces années. Grâce à leur main-d'œuvre, à leur capacité et à leurs ressources, ils maintiennent un niveau de vie adéquat pour les Européens de l'Ouest. Non. Eh bien, bien sûr, malheureusement, il s'agit là de quelque chose d'idéologiquement non seulement incorrect, mais même perverti de telles choses. Alors pourquoi tout à coup ils se sont tournés vers la législation chinoise? On comprend bien, en apparence, quel intérêt aurait-il, mais il devait bien y avoir un but. Bien sûr. Tout d'abord, c'est une habitude. Comme on dit, c'est la base des bases. C'est une habitude dont ils ne peuvent pas se débarrasser. C'est tout simplement une dépendance à se sentir comme une métropole et à traiter tous les autres comme leur colonie. Deuxièmement, c'est sans aucun doute le désir de détourner l'attention de leurs propres problèmes, de montrer que, soi-disant ailleurs, il y a des problèmes plus graves. Troisièmement, c'est une façon, et ils ne le cachent même pas, de contenir certains pays. La création d'une base politique, sociale et informationnelle pour, par exemple, l'imposition de mesures restrictives, de sanctions illégales, voire parfois, je ne sais pas, l'émission de certains mandats. On ne peut pas simplement aller voir les Chinois et leur dire cela. Ils pensent que, en gros, leurs produits d'une certaine catégorie, qui font concurrence à ceux d'Europe occidentale, ne sont pas les bienvenus. C'est déjà une violation des normes du commerce international. On peut aussi s'attirer des ennuis, pour ainsi dire. Mais si d'abord on invente que ces produits sont fabriqués d'une manière inappropriée, avec une main-d'œuvre qui ne convient pas, qu'on y ajoute un peu de facteurs ethniques, disons religieux, etc., et qu'on attise cette situation à travers une résolution du Parlement européen, alors là, on pourra déjà expliquer beaucoup de choses, aussi bien à ses propres citoyens que dans un contexte international. Mais le plus important, vous comprenez, c'est probablement lié au premier point. C'est cette idéologie sans fin de domination, ce qu'ils appellent le magnifique jardin. Il y a aussi leur concept du milliard doré, leur concept du soi-disant homme blanc, qui n'a pas disparu. C'est ce ton de donneur de leçons, c'est cette domination sans fin. Vous savez, encore une fois, je me réfère à notre session organisée par la revue Vie internationale et le département de l'information et de la presse. Un représentant britannique qui a été élu à plusieurs reprises au Parlement britannique a dit une chose étonnante sur la façon dont les Britanniques, enfin, par le biais de leurs hommes politiques, de leurs soi-disant personnalités publiques, suggèrent aux Kazakhs, lors de certains événements, forums, etc., qu'ils doivent être plus prudents avec la Russie parce que la Russie, l'Union soviétique, etc., les aurait soi-disant opprimés de manière impérialiste. Et le Britannique lui-même en rit et dit « Eh bien, qui donc pour en parler ?» La Grande-Bretagne, qui est encore aujourd'hui un empire, c'est même son nom. Et en plus encore, sous, pour ainsi dire, l'égide de la monarchie, elle unit ce qu'on appelle le Commonwealth. En fait, de jure, elle dirige ces pays qui sont censés être indépendants. Autrement dit, vous comprenez, cela n'a pas encore été surmonté, ni dépassé, ni reconnu, ni regretté par eux. Ils continuent de vivre dans ce paradigme où ils ne se considèrent même pas simplement un peu meilleurs, mais carrément supérieurs.
Ils se voient comme des êtres de première catégorie et pour tous les autres, il faudrait voir au cas par cas. Cette logique existait déjà au XXe siècle, au XIXe et au XVIIIe. Mais aujourd'hui, il semble tout de même qu'il y ait une demande de vérité, même chez ces mêmes Européens. Nous avons discuté avec le vice-président de la Douma d'État, Boris Tchernychev. Il a expliqué qu'il y a une demande, qu'un grand nombre de personnes assistent aux événements patriotiques consacrés à la journée de la victoire. Ils ont même organisé ces événements en Allemagne et en France. C'est-à-dire que les gens, oui, les citoyens ordinaires, semblent vouloir entendre la vérité et s'informer. Bien sûr. Mais cette demande, d'où vient-elle? Comprenez-moi bien. Ce n'est pas simplement de la philosophie, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste. Voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune, alors que la télévision occidentale ne montre qu'une seule face de la Lune. Rien de tel. C'est une demande qui était née du fait qu'ils se sont retrouvés hors de leur zone de confort. C'est-à-dire que, pour une raison ou une autre, il y a soudainement beaucoup moins d'eau chaude. Et ce n'est pas parce qu'on répare les tuyaux, mais simplement parce que maintenant, les prix sont différents. Pour une raison ou une autre, les produits sont devenus plus chers. Les entreprises comprennent qu'elles ne peuvent plus opérer, par exemple, en Allemagne ou en France. Et en tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, elles commencent à chercher d'autres zones, d'autres lieux pour faire des affaires. Cela conduit à des résultats correspondants. Et soudain, tout le monde a commencé à comprendre qu'on les avait trompés. Que lorsque l'on leur proposait, ou même qu'on les forçait à renoncer aux ressources russes, c'était en réalité la véritable raison de leur situation critique actuelle. Que lorsqu'on leur disait « Oui, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de touristes russes, nous les remplacerons par des Américains », le miracle n'a pas eu lieu. Quand on leur disait qu'on pouvait vivre tout à fait tranquillement, sans la Russie, sans la Chine, et que d'autres sources de tout seraient trouvées quelque part. Des capacités de production, des ressources, des investissements. Cela s'est avéré faux. Et dans le sport, regardez, qu'en pensez-vous? Ont-ils renoncé à ce modèle même de ségrégation des gens? Ou bien ne voudraient-ils pas remporter plus de médailles et laisser, pour ainsi dire, tout comme c'est? Rien de tout cela. Ce schéma convenait à ceux qui l'ont mis en œuvre. Je parle de l'exclusion des athlètes russes. Mais soudain, ils ont commencé à comprendre qu'en quelques années, d'un côté, le sport mondial se dégrade parce que c'est du sport, parce qu'il faut des exploits, il faut de nouveaux records, il faut vraiment des sportifs talentueux, doués, qui allient ce don au travail. Et de cette manière, ils contribuent au mouvement et au développement du sport mondial. Et d'un autre côté, quel immense marché. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu non seulement le marché de la vente de produits sous forme de diffusion, de fan zone, mais aussi la vente de billets pour les événements, le remplissage des hôtels et, par-dessus tout, bien sûr, la plus grande perte pour eux, c'est le sponsoring. Que faire alors? C'est eux-mêmes qui ont refusé. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes interdit, par le biais d'un système de sanctions illégitimes, aux entreprises russes de participer d'une manière ou d'une autre à leur vie. Que ce soit le sport, la culture, les affaires, la finance, tout ce que vous voulez. N'importe quel domaine est bloqué et c'est là que le travail interne correspondant a commencé. D'où, comme nous le voyons, les conséquences. Le retour des athlètes russes est de plus en plus fréquent parce que, vous vous souvenez, nous en avions parlé à l'avance. Pas de Russie, pas de jeux. J'ai 2 questions courtes. Première question, les Zoomers d'aujourd'hui peuvent-ils devenir de bons diplomates? Eh bien, je pense que cette distinction est très relative. Il existe, bien sûr, des caractéristiques générationnelles. Mais on disait la même chose de chaque génération, et à chaque fois, la génération précédente s'en désolait. Par exemple, à notre époque, on se lamentait sur le fait que on lisait peu. Aujourd'hui, on se plaint qu'ils communiquent peu en personne. Mais bon, c'est la question éternelle des pères et des enfants. Ne tombons pas dans ces phobies. Les époques étaient différentes, la diplomatie aussi était différente. La diplomatie des négociations en face à face, la diplomatie des intrigues, la diplomatie des processus globaux, une diplomatie en somme interactive où il y a de nombreux acteurs. Il y aura une nouvelle diplomatie, il y aura de nouveaux participants et en conséquence, la nouvelle génération l'adoptera et y ajoutera sa propre innovation.
Et encore une petite question, je ne sais pas si elle vous plaira ou non, mais je vais quand même la poser. Écoutez, il y a des rumeurs qui circulent. J'ai bien aimé le reste. Nous allons... Comptez. Quoi? Nous sommes tellement divisés, je ne le savais pas. Bien. Des rumeurs circulent selon lesquelles Sergueï Viktorovitch Lavrov serait las, qu'il voudrait partir, mais qu'on l'en empêcherait. Voici une citation tirée de ces rumeurs. 1. Maintenant, je vous reconnais, Regina. Oh, je vous en prie, vraiment, qu'est-ce que vous lisez là? Arrêtez, franchement. Il me semble même que Sergueï Viktorovitch lui-même a déjà répondu plusieurs fois à ce genre de questions provocatrices. Ce n'étaient même pas des questions, contrairement à vous, c'était des rumeurs lancées lors de certaines conférences de presse, des appels en ligne, ou peu importe comment on appelle tout ça. Eh bien, je vous en prie, le grand diplomate, le chef, ça marche. Sur ordre de son chef, pour le bien de son camp, il accomplit sa tâche de telle manière que même ses ennemis en deviennent jaloux. Alors, s'il vous plaît, ne suivez pas l'exemple de vos ennemis. Bien. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'était Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.